Une tempête gronde derrière les murs couverts de lierre, et quelqu'un cache des secrets dans la tour. Bienvenue à Détectives éternels. Je suis votre hôte Liam. Dites-moi, d'où regardez-vous dans le monde aujourd'hui? J'aime toujours lire vos commentaires. Allons-y. Dans le village de Much Dittering, un nom aussi vieux et patiné que le lierre qui s'enroulait autour de ces murs de grès, il y avait rarement de véritables perturbations. Des potins, oui. Un colis égaré à la poste, certainement. Mais, scandale, jamais, pas depuis que le pantalon du major Forsyth a cédé lors de la fête des récoltes en 34. Le rythme de la vie était lent, que réconfortant et prévisible. Ainsi, lorsque le Bell Tower Inn a annoncé qu'il rouvrirait ses chambres hautes, longtemps fermées, pour accueillir un discret symposium historique, les habitants étaient à la fois ravis et méfiants. L'auberge, une structure Tudor grinçante légèrement penchée vers l'église paroissiale, comme si elle écoutait des siècles de péché, avait depuis longtemps cessé d'attirer le genre d'invité digne d'intérêt. Sa nouvelle propriétaire, une femme raffinée mais insaisissable du nom de Madame Honoria Leybourne, avait pris grand soin de le restaurer, même si certains murmuraient qu'il ne s'agissait pas simplement de recouvrir de vieilles planches de parquet. Le pont. Soir de l'arrivée des invités, l'auberge brillait comme un foyer dans la fraîcheur du début de l'automne. Les roues de l'autocar craquaient sur le gravier et des voix résonnaient sous l'arche de pierre de l'entrée, alors qu'un petit groupe de participants entrait dans le hall. Il y avait M. Julian Esquette, un antiquaire dégingandé avec des lunettes, à bien trop grandes pour son visage étroit, Madame Vera Clench, une chanteuse d'opéra à la retraite, devenue passionnée de folklore, l'impérieux révérend Wilton, et un gentleman connu uniquement sous le nom de Capitaine Nettle, même si personne ne pouvait se rappeler exactement dans quelle branche de l'armée il avait servi, le cas échéant. Parmi eux se trouvait également une figure plus discrète, Miss Jane Marple, célibataire de St. Mary Mead, qui avait été invitée par Madame Leybourne elle-même sous prétexte d'un intérêt commun pour les futilités ecclésiastiques. Miss Marple avait accepté avec une modeste gratitude, même si elle a avoué à sa gouvernante que l'expression sonnait comme une fiction polie. Pourtant, le Bell Tower Inn avait déjà été le théâtre d'un empoisonnement assez curieux en 1889, et Jane Marple n'hésitait pas à renouer avec un décor riche en fragilité humaine. Le symposium devait commencer le lendemain matin, mais ce soir-là, les invités se sont réunis pour un souper de bienvenue dans la salle à manger lambrissée de chêne. La conversation coulait autour des légendes locales et des reliques mineures trouvées lors des rénovations de l'auberge, un calice en argile, quelques curieux fragments de parchemin. Et Madame Leybourne s'est révélée une hôtesse gracieuse mais distante. C'était une femme de taille moyenne, aux cheveux blonds pâles coiffés en chignon et aux yeux qui ne sembleraient jamais complètement reposés. Elle riait fréquemment, mais Miss Marple remarquait que son rire suivait souvent le silence d'une fraction de trop. Alors que le dessert, une tarte à la mélasse plutôt résistante, était servie, un bref coup de tonnerre fit sursauter quelques convives. Une tempête était arrivée à une vitesse inattendue, fouettant les hautes fenêtres de pluie. L'ambiance, déjà délicate avec un air de compétition savante et des dynamiques personnelles voilées, s'assombrit encore lorsque le capitaine Nettle, un verre de Porto à la main, remarqua « Je ne serais pas du tout surpris si le clocher lui-même s'effondrait par un tel temps. Il penche depuis des décennies. Ce n'est pas sûr, à mon avis. » Madame Clench grogna « C'est romantique, pas dangereux. Tellement pleine d'histoire, cette tour. Savez-vous qu'on dit qu'un moine y a été emmuré pour hérésie? L'hérésie, marmonna le révérend Wilton, est rarement aussi intéressante qu'on le souhaite. Oh, mais ça l'était, dit doucement Madame Leybourne. Il n'a pas été exécuté pour hérésie, mais pour trahison. Selon la tradition du village, il abritait une fugitive, une femme de la cour de Richard II. La légende dit qu'elle a caché quelque chose dans la tour avant de disparaître. Un gage d'amour? Dit M. Hesketh en haussant un sourcil. Non, dit Madame Leybourne en plaçant sa cuillère avec un léger clic. Quelque chose de bien plus précieux.
La pièce retint son souffle un moment avant que le cliquetis des couverts ne reprenne. Miss Marple, qui avait très peu mangé, sourit simplement légèrement et regarda la pluie. Plus tard dans la nuit, alors que la tempête grondait encore, sur les collines, un cri brisa le calme de l'auberge. Elle provenait du 2e étage, du couloir est, près des escaliers du clocher. Lorsque les invités et le personnel se sont précipités vers la source, ils ont trouvé la porte de la salle, cette grande ouverte. À l'intérieur, la fenêtre avait été ouverte, laissant entrer la pluie et le vent qui entraînaient des rideaux dans un vol fantomatique. Le capitaine Nettle était affalé sur la chaise à haut dossier, la tête baissée anormalement. Une bouteille de Porto gisait sur le tapis. La carafe sur la table d'appoint était vide. Une légère trace de quelque chose d'âcre flottait dans l'air, piquant, amer. C'était la bonne Elsie qui avait crié. Elle restait tremblante, la main toujours agrippée au plateau qu'elle avait porté quelques instants auparavant. Le médecin du village a été appelé, puis la police peu après. À l'aube, l'auberge était fermée. « Poison », murmura sombrement le docteur. Dans le verre, du moins, c'est ce qu'il semble. Alors que les invités étaient interrogés et que des conversations à voix basse s'épanouissaient dans les coins, Miss Marple restait en arrière-plan, tricotant tranquillement une douce écharpe bleue. Mais ses yeux, sous leurs douces paupières, ne manquaient de rien. Elle avait vu comment le regard de Madame Leybourne s'attardait non pas sur le corps, mais sur le clocher, à travers la fenêtre ouverte. Elle avait vu les jointures de M. Esquette blanchir à la mention d'une relique cachée. Elle avait vu la petite tache de rouge sur le bord du verre de Porto, étrange, étant donné le dégoût particulier du capitaine Nettle pour les cosmétiques. Non, pensa sereinement Miss Marple, ce n'était pas l'affaire de la seule police. Pas dans un endroit comme celui-ci. Pas avec des secrets enfouis aussi profondément que d'anciennes fondations, et un meurtre exécuté avec la précision de quelqu'un qui avait pratiqué ou planifié, ou les deux. Et certainement pas avec une salle remplie de gens, chacun se cramponnant, à un passé qu'il pensait oublié depuis longtemps. Elle resserra le foulard autour de ses épaules et leva les yeux vers l'escalier grinçant en direction du clocher. Le lendemain matin, le soleil était revenu à Much Dithering avec une luminosité presque surnaturelle, projetant de longs doigts d'or sur les toits d'ardoise humides. Les oiseaux gazouillaient avec hésitation, comme s'ils ne savaient pas s'il était sage de chanter si tôt après un décès. Le Bell Tower Inn, malgré tout son charme, dégageait désormais une atmosphère de tension indubitable, comme une table joliment dressée, où l'on sait que la conversation va bientôt tourner au scandale. À l'intérieur, le salon du rez-de-chaussée avait été transformé en une salle d'attente improvisée, où les invités pouvaient être retenus ou interrogés par le constable local, un homme plutôt solennel du nom de sergent Ridley. Ridley était l'un de ces rares officiers de village qui parvenaient à paraître à la fois déférents et désapprobateurs. Sa moustache était réglementaire, ses bottes bien cirées et son bloc-notes déjà à moitié rempli de noms et d'observations vagues. Miss Marple, bien perchée près de la cheminée, son tricot toujours à la main, avait déjà reçu la parole, un processus qui impliquait qu'on lui demande très peu et qu'on la remercie assez abondamment. Il était clair que Ridley la considérait comme inoffensive, une conclusion qu'elle n'a ni contestée ni encouragée. Elle lui offrit simplement un sourire aimable, accompagné de l'opinion selon laquelle le capitaine Nettle avait semblé un peu surstimulé la nuit précédente et retourna à ses pointes tranquilles. Les autres invités n'étaient pas aussi calmes. Madame Clench avait élu domicile près du chariot à thé et insistait pour préparer pot après pot, même si ses mains tremblaient si violemment que les soucoupes cliquetaient comme un tonnerre lointain. Monsieur Esquette était assis raide dans un coin, faisant semblant de lire un article d'un journal de cartographie médiévale, mais la page ne s'était pas tournée depuis plus de 20 minutes. Le révérend Wilton faisait les 100 pas, les mains jointes derrière le dos, la tête baissée, plongé dans ses pensées, comme s'il pleurait un paroissien. Madame Leybourne,
L'hôtesse était, jusqu'à présent, restée pratiquement hors de vue. Sa gouvernante, une femme vive du nom de Maud Betty, dotée d'une langue acérée et d'une excellente ouïe, a seulement déclaré que « Madame se repose » et qu'elle parlerait plus tard aux autorités. C'était une décision curieuse, pensa Miss Marple. Les gens choisissent rarement de se reposer pendant le genre de crise qui appelle au jugement. À 10h30, le médecin du village, le docteur Lionel Minterne, arrive pour une deuxième inspection du corps, accompagné cette fois d'un pharmacien de la police du comté. Ils restèrent à l'étage pendant près d'une heure avant de redescendre, avec des expressions sombres et des conclusions murmurées. « Oui, c'est du poison », a confirmé Ridley aux invités rassemblés. « Dans le porc. Ou, plus exactement, remplacer le porc. La carafe ne contenait rien de potable, certainement pas du vin, quelque chose d'amer. Peut-être de la strychnine. » Un silence suivit l'annonce. C'est M. Hesketh qui l'a brisé, la voix aiguë d'incrédulité. « Mais c'est absurde. Il en a bu hier soir au dîner. Nous l'avons sûrement tout vu. » Le sergent secoua la tête. Il n'a pas bu dans la carafe à ce moment-là. Le vin a été apporté plus tard dans sa chambre par la femme de chambre. Miss Elsie. Madame Clench halta. « Oh, pauvre fille. Mais alors sûrement elle n'a pas ?»« Non, dit doucement Miss Marple, sans lever les yeux de son tricot. Elle est tout à fait incapable de faire quelque chose d'aussi calculé. Elle a crié immédiatement, voyez-vous. Les empoisonneurs ne crient pas quand leur travail est terminé, ils attendent. » Le sergent Ridley se tourna vers elle, surpris d'être interrompu si doucement. « Vous le pensez, Miss Marple ?»« Oui, dit-elle en jetant une jolie boucle de fil bleu pâle. « Et vous constaterez que le verre de sa chambre portait à la fois des traces de rouge à lèvres et une légère poudre, du rouge peut-être, ou une sorte de crêpe théâtrale. Le capitaine Nettle ne s'est jamais maquillé, mais il a peut-être accepté un verre de quelqu'un qui le faisait. » Le sergent cligna des yeux. « Je vois. » Miss Marple offrit un gentil sourire. « Prenez soin de préserver le verre. Les femmes ne laissent pas toujours des traces, mais lorsqu'elles le font, elles ont rarement l'intention de le faire. Il en prit note, même si on pouvait dire qu'il était plus énervé qu'éclairé. » Peu après midi, Madame Leybourne sortit finalement de ses appartements privés et descendit les escaliers. Elle avait l'air pâle mais posée, vêtue de soie sombre avec un camée sur le cou et un voile, assez curieusement, tiré en arrière, comme pour un deuil. Elle a présenté ses excuses aux invités et sa coopération aux autorités, même s'il était clair qu'elle n'avait aucune envie de s'attarder parmi eux. Lorsqu'on lui a demandé si le capitaine Nettle avait des ennemis, elle a simplement répondu qu'elle ne le connaissait pas bien, même s'ils avaient échangé quelques plaisanteries la veille. Et pourtant, il semblait en savoir beaucoup sur cet endroit, observa doucement Miss Marple depuis sa chaise. Madame Leybourne se tourna. « Je vous demande pardon ?» Le capitaine Nettle a fait référence à l'instabilité de la tour, a poursuivi Miss Marple, et aux histoires plutôt théâtrales, entourant son passé. Cela m'a semblé intéressant, car ce n'est pas le genre d'histoire que l'on trouve dans les journaux. L'hôtesse sourit, mais il y avait peu de chaleur. Il y a des guides, et le village n'est pas vraiment discret quand il s'agit de ses propres légendes. Non, a déclaré Miss Marple, mais la plupart des invités n'arrivent pas en les citant. Il y a eu un silence, bref mais dense. Madame Leybourne hocha la tête une fois et partit. En début de soirée, les dégâts causés par la tempête avaient été débarrassés du terrain et quelques villageois avaient commencé à se rassembler aux portes, leur curiosité à peine déguisée en inquiétude. Le Bell Tower Inn n'avait pas accueilli autant de visiteurs depuis qu'un ventriloque ambulant s'était effondré en pleine représentation en 1922. De retour à l'intérieur, les invités ont commencé à parler plus librement entre eux. Le chagrin s'était transformé en suspicion, et la suspicion se transformait souvent en bavardage. Cela doit provenir de son propre cas, a déclaré le révérend Wilton. Il a peut-être transporté du poison. Les espions font ça, vous savez. Madame Clench se moqua. Ce n'était pas un espion.
il savait à peine quelle fourchette utiliser. « Les hommes comme lui ont toujours des secrets, » marmonna M. Hesketh. « Vous pouvez le voir dans leur posture. » Miss Marple était assise en silence et écoutait. Elle a remarqué que personne n'avait demandé pourquoi le capitaine était mort. Seulement OMS l'avait fait. En soi, c'était révélateur. Plus tard dans la soirée, après que la police eut recueilli de nouvelles déclarations et que les invités se retirèrent dans leur chambre, Miss Marple demanda un bref mot à la jeune Elsie dans la cuisine. La jeune fille était pâle mais plus calme maintenant, son tablier légèrement froissé et ses cheveux retenus en arrière avec l'imprécision frénétique de quelqu'un qui s'efforce de ne pas pleurer. Miss Marple leur versa à chacun une tasse de thé faible et parla d'un ton tranquille et rassurant. « C'est vous qui avez apporté le plateau au capitaine Nettle ?»« Oui, mademoiselle. »« Le porto était-il déjà coulé ?»« Non, madame. J'ai laissé la bouteille et un verre propre, tout comme il l'a demandé. »« Demandé directement. » Elsie hocha la tête. « Il a appelé et a dit qu'il voulait quelque chose de fort pour le réchauffer. Il pleuvait à verse et le feu dans sa chambre était faible. » Miss Marple sirota son thé. « Est-ce que quelqu'un d'autre est entré dans la pièce après ça ?»« Pas, comme je l'ai vu. Mais je n'ai pas regardé le couloir tout le temps. J'ai dû transporter de l'eau jusqu'à la salle 3 juste après. Je vois. Et dis-moi, chérie, le capitaine a-t-il dit quelque chose d'étrange lorsque tu as monté le plateau ?» Elsie hésita. Il a demandé si le clocher avait encore... Son passage. Quel passage? Celui caché. Il a dit qu'il menait autrefois sous l'auberge, mais je lui ai dit que je n'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. L'expression de Miss Marple ne changea pas, mais ses yeux brillaient, d'une lueur très proche de l'intérêt. « Très utile, ma chérie, » dit-elle en tapotant la main de la jeune fille. Cette nuit-là, longtemps après que la maison fut immobilisée, Miss Marple était assise près de la fenêtre de sa chambre, surplombant l'ombre du clocher. Il restait silencieux, intemporel, mais n'était plus inoffensif. En dessous, des couches de l'histoire ont changé, des légendes transformées en mensonges, et des mensonges façonnés pour cacher des vérités trop amères à avaler. Un homme était mort, empoisonné avec un but, et quelqu'un dans la maison savait que le passé n'était pas aussi enfoui que les premières pierres de l'auberge. Le lendemain matin se leva avec la clarté éclatante d'une journée qui essayait beaucoup trop de paraître normale. Le Bell Tower Inn, cependant, était tout sauf le cas. Le meurtre du capitaine Nettle avait ébranlé les murs distingués de l'établissement historique, et même si le personnel maintenait les apparences avec de l'argenterie polie et des serviettes rigides, personne ne pouvait ignorer l'odeur persistante, sa d'incertitude, subtile, métallique et froide. Miss Marple prenait son petit déjeuner seule, à une petite table près de la fenêtre, avec une vue sur le jardin voilé de brume devant elle. Elle grignota un œuf à la coque et disséqua soigneusement un morceau de pain grillé, son regard errant périodiquement vers les structures extérieures de l'auberge. Le clocher lui-même était partiellement visible à travers le lierre rampant qui encadrait les vitres au plomb. Cela lui semblait un peu trop calme. Elle avait passé une grande partie de la soirée précédente à réfléchir aux pièces du puzzle qu'elle avait déjà rassemblées. La connaissance apparente du capitaine Nettle de l'architecture cachée de l'auberge, le vitrail rouge, l'équilibre prudent de Madame Lesbourne, les reliques mentionnées au dîner. Et maintenant, la suggestion d'un passage sous la tour, un élément si théâtral qu'il aurait pu être carrément écarté, n'eût été le fait que nous étions en Angleterre et que les choses étranges étaient si souvent enterrées, avec un visage impassible et une étiquette d'archive. Alors qu'elle prenait sa deuxième tasse de thé, la porte de la salle à manger s'ouvrit et M. Julian Hesketh entra avec une sorte d'énergie nerveuse. Il salua Miss Marple en haussant les sourcils et s'assit à plusieurs tables plus loin, feuilletant une liasse de notes manuscrites. Son toast est arrivé intact. Quelques instants plus tard, Madame Clench est arrivée avec beaucoup plus de couleur sur ses joues que de chagrin sur son visage.
Drapée dans une écharpe élaborée qui semblait trop extravagante pour le matin, elle observait la salle comme si elle s'attendait à des applaudissements. Une nuit si épouvantable, dit-elle à personne en particulier, posant son sac à main avec un claquement décisif. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait dormir. Je n'arrêtais pas de voir ce pauvre homme affalé sur cette chaise, comme un méchant d'opéra rencontrant sa fin dans le 3e acte. Miss Marple leva doucement les yeux. Certains le trouvaient méchant dans la vie, j'ose le dire. Madame Clench tressaillit légèrement. « Je vous demande pardon ?»« Je voulais seulement dire, » dit Miss Marple en sirotant délicatement, « que parfois le passé a une façon de se montrer dans les rides du visage. Le capitaine Nettle m'a semblé être un homme habitué au secret. Avant que Madame Clench ait pu réfuter, la porte s'est à nouveau ouverte, laissant entrer le révérend Wilton et, de manière inattendue, Madame Clench. Leybourne. Le révérend avait l'air plus échevelé que d'habitude. Madame Leybourne, en revanche, était impeccablement composée, vêtue de gris avec une broche en émail en forme de lys épinglée à son col. Son expression était cool, mais pas distante. « Je me demande, » dit-elle doucement à la pièce, « si nous pourrions nous réunir dans le bureau après le petit déjeuner. J'ai parlé avec le sergent Ridley ce matin, et il semble que nous serons autorisés à rester ici jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie soit terminée. J'ai pensé qu'il valait mieux que nous clarifiions certaines choses entre nous. » En privé, M. Hesketh leva brusquement les yeux. « Clarifier quoi exactement ? »« Nos positions, » a déclaré Madame Leybourne avec précision. « Nos souvenirs, et peut-être nos intérêts. » Miss Marple plia sa serviette et se leva. « Une suggestion, capitale. Les gens disent que la vérité éclatera. Mais d'après mon expérience, il faut généralement qu'elle soit introduite. Le bureau du Bell Tower Inn était une pièce étroite avec des lambris sombres et une cheminée en pierre qui n'avait pas été allumée depuis des décennies. Des étagères remplies de livres bordaient un mur, pour la plupart des volumes poussiéreux sur l'histoire locale et la théologie, et une longue table en chêne dominait le centre. Les invités se rassemblèrent lentement, prudemment, chacun ayant la raideur de quelqu'un assis pour un deuxième interrogatoire. Madame Leybourne se tenait au bout de la table, les bras doucement croisés, une silhouette qui faisait plus penser à une directrice qu'à une hôtesse en deuil. « Permettez-moi de commencer par dire que je ne souhaite pas interférer avec l'enquête policière, » a-t-elle déclaré. « Mais la présence d'un meurtrier parmi nous a perturbé cette maison. J'ai pensé qu'il pourrait être utile de comprendre si le capitaine Nettle était, en fait, la victime prévue. »« Pas la victime prévue ?» M. Hesketh se moqua. « Il a été empoisonné. En effet, » a déclaré Miss Marple du fond, « mais les gens reçoivent de souvent le mauvais thé ou la mauvaise pièce, même le mauvais nom. » La pièce se tourna vers « Elle, que proposez-vous » demanda le révérend Wilton. « Simplement cela nous aiderait, » dit doucement Miss Marple, « si nous pouvions comprendre un peu plus le capitaine Nettle, d'où il venait, ce qu'il savait, qui il est vraiment venu. » Voir, Madame Clench eut un rire nerveux. « Je pensais qu'il faisait partie du symposium. »« Il ne l'était pas, » a déclaré Madame Leybourne, « du moins pas à l'origine. Il a téléphoné une semaine auparavant, disant qu'il s'intéressait personnellement à l'histoire de l'auberge. Il prétendait descendre de l'un des anciens propriétaires de l'auberge et a proposé un don au fonds de restauration en échange d'une chambre pendant l'événement. « Un don ?» murmura M. Hesketh. « Oui, répondit-elle, plutôt généreuse. Ce qu'il ne peut plus payer, a noté Miss Marple, étant mort. » Il y eut un silence. Le révérend Wilton s'éclaircit la gorge. « Si je peux proposer quelque chose qui peut être pertinent ou non, j'ai entendu le capitaine parler au téléphone la veille de sa mort, juste à l'extérieur des toilettes en bas. »« Et qu'a-t-il dit ?» demanda Miss Marple, sa voix toujours douce mais plus ferme maintenant. « Il a dit « j'ai le nom. Je ferai l'échange en personne. » Puis il a raccroché assez rapidement quand il m'a vu. Un frisson parcourut la pièce comme un courant d'air dans une crypte. « Un nom ?» demanda Madame Clench. « Quel nom ?»« Je ne sais pas, » a admis Wilton. «
Mais je soupçonne que cela était lié au soi-disant trésor du moine, la chose dont il a parlé lors du dîner. Quelque chose qui, selon lui, était toujours caché dans les locaux. Miss Marple fit un petit signe de tête, ses yeux dérivant vers la grande bibliothèque au fond de la pièce. « Il y a une autre chose que je devrais mentionner », a déclaré Madame Lesbournes. « Mon père m'a dit un jour, quand j'étais petite et que l'auberge appartenait encore à notre famille, qu'il y avait effectivement une chambre cachée sous le clocher, bouclée pendant la Réforme lorsque la fortune du clergé a tourné. J'ai supposé que c'était un mythe familial, mais maintenant je me demande. » Ce soir-là, alors que la police était distraite par ses rapports de laboratoire, Miss Marple demanda l'aide de Maud Beatty pour inspecter la cave, tâche facilitée par l'enthousiasme de la vieille femme pour les lanternes et les serrures. Easy descendirent les escaliers étroits derrière le garde-manger, passant devant des étagères de cornichons et des tonneaux recouverts de poussière, jusqu'à une section de murs de pierre qui semblait récemment perturbée. Un coin portait une légère marque, un vieux sceau ecclésiastique partiellement usé par le temps. « Maud, dit Miss Marple d'une voix presque joyeuse, pourriez-vous m'apporter un petit tisonnier et une brosse ?» 10 minutes plus tard, il avait découvert un panneau à charnière au ras du mur, qui s'ouvrit en grinçant pour révéler un passage bas, juste assez large pour une personne. L'air à l'intérieur sentait le papier humide. Le fer est quelque chose de très vieux. Miss Marple se tenait au bord de l'obscurité, sans peur. Quelque part dans ce passage se trouvait la réponse. Pas seulement à la mort du capitaine Nettle, mais à l'identité qu'il recherchait, l'échange qu'il avait promis, et peut-être un secret que quelqu'un tuerait encore pour le garder enterré. Elle se retourna vers les escaliers. « Mieux vaut ne pas en parler encore, Maud, » dit-elle doucement. « Pas tant que nous ne saurons pas à quoi ou à qui nous avons réellement affaire. » Le passage sous le Bell Tower Inn était plus ancien que les poutres qui soutenaient la maison au-dessus. Miss Marple, prudente mais déterminée, marchait légèrement sur le sol en dalle à l'aide de la lanterne à main de Maud Beatty, la faible flamme projetant des ombres vacillantes sur les murs grossièrement taillés. L'air était épais, d'humidité et de poussière, archives silencieuses des siècles passés. Quelque part au-dessus d'elle, les invités de l'auberge s'enroulaient dans des lits inconfortables, ignorant que leurs secrets pouvaient être murés non seulement par la peur, mais aussi par de véritables pierres. Maud, soufflant légèrement derrière elle, s'arrêta pour reprendre son souffle. « Je n'aurais jamais pensé que je ramperais sous cet endroit avec une dame de votre âge, Miss Marple. Mon Dieu, Maud, vous donnez l'impression que cela ressemble à une expédition de pillage de tombes. Je n'aime tout simplement pas les questions non résolues, » répondit Miss Marple, même s'il y avait une nette lueur d'anticipation dans ses yeux. Il se déplaçait avec précaution, traçant toute la longueur du passage qui descendait en direction du clocher. Après une quinzaine de pas, ils arrivèrent devant une porte en bois très usée et affaissée sur ses gonds. Un loquet rouillé céda avec une facilité surprenante. À l'intérieur se trouvait une petite chambre. Ses murs étaient bordés de niches en pierre délabrées, certaines vides, d'autres contenant les vestiges d'objets oubliés depuis longtemps. Un chandelier brisé, des fragments de parchemin et les restes indubitables d'un coffre en bois, dont le contenu avait été pillé ou décomposé depuis longtemps. Mais ce n'étaient pas les reliques qui retenaient l'attention de Miss Marple. C'était l'étrange empreinte creusée dans le sol, près du mur du fond. Un espace volontairement dégagé, rectangulaire et trop exact pour être naturel, Maud s'agenouilla à côté. On dirait que quelque chose reposait ici. Une boîte, murmura Miss Marple, ou peut-être un coffre. Peut-être caché à la hâte, il a disparu depuis longtemps, mais quelqu'un s'est souvenu qu'il était ici. Quelqu'un qui croyait qu'il avait de la valeur. Vous pensez que c'est ce que recherchait le capitaine? Oui, dit-elle doucement, passant sa main le long du bord de la dépression. Et je pense qu'il croyait que cela existait toujours, ou que quelqu'un d'autre pensait que c'était le cas. Elle tourna la tête. Revenons, nous en avons assez vu,
et j'ose dire que quelqu'un soupçonne déjà que nous avons fouiné. » Ils éteignirent la lanterne et remontèrent prudemment dans le passage, scellant du mieux qu'ils pouvaient le panneau derrière eux. Au moment où Miss Marple se retira pour la nuit, la question qui lui préoccupait l'esprit n'était plus quoi avait été caché, mais OMS avait fait tant d'efforts pour garder son histoire enterrée. Le matin apportait une brume grise qui planait sur le village comme un voile de gaz, adoucissant les contours des chaumières et des haies en silhouette tachée. Le petit déjeuner au Bell Tower Inn était une affaire discrète. Les invités se sont réunis par paires ou trio, parlant à voix basse, certains par chagrin, d'autres par culpabilité. Le sergent Ridley devait revenir avant midi, et un courant de nervosité sous-jacent transparaissait juste sous les toasts beurrés et la marmelade. Miss Marple prit sa place habituelle près de la fenêtre et remarqua l'absence de M. Hesketh, qui était généralement le premier à prendre le petit déjeuner. Madame Leybourne n'était pas non plus présente, même si c'était moins inhabituel. C'est Madame Clench qui a rejoint Miss Marple ce matin, la tasse de thé fermement serrée dans la main, les yeux brillants plus que d'habitude. « Affreuse affaire, n'est-ce pas ?» dit-elle après s'être raclé la gorge. Même si je suppose que ce n'est pas la première fois que ce vieil endroit, elle fit un vague geste vers la tour, connaît des problèmes. En effet, répondit doucement Miss Marple, mais rarement. Aussi moderne? Madame Clench baissa la voix. Pensez-vous qu'il cherchait quelque chose? Cet homme, Nettle? Je crois qu'il l'était, a déclaré Miss Marple en étalant du beurre sur ses toasts avec une précision délicate. Et je crois que quelqu'un d'autre craignait qu'il ne le trouve. Madame Clench hésita. Pensez-vous que c'était Madame Leybourne? Cela, dit Miss Marple, serait trop facile. Et très peu de choses dans cette affaire ont été faciles. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du sergent Ridley, manteau mouillé par la brume, cahier à la main. « Bonjour à tous, » dit-il vivement. « Je vais devoir reparler à tout le monde. Suivi standard, vous comprenez? Nouveaux résultats du laboratoire. » Il s'approcha de Miss Marple avec un signe de tête respectueux. « Puis-je d'abord vous dire un mot, mademoiselle? »« Bien sûr, » dit-elle en se levant avec un sourire. « Utilisons le bureau, d'accord ?» Une fois installé dans le calme de la pièce lambrissée, Ridley devint plus sérieux. Le poison utilisé a été confirmé. De la strychnine, mais masqué par un puissant agent amer. Très délibéré, mélangé dans la carafe et tourbillonné pour imiter la teinte du porto. Ce n'était pas maladroit. Non, acquiesça Miss Marple. C'était précis, le genre de choses faites par quelqu'un avec une planification et un accès. Nous avons aussi trouvé autre chose. Il ouvrit son cahier. Un bout de papier déchiré sous le bac à carafe dans la chambre du capitaine. C'est écrit en latin. Texte partiel, d'après ce que disent les universitaires. Quelque chose à propos d'une âme fugitive, gardée dans l'obscurité. Une âme fugitive gardée dans les ténèbres. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Comme c'est théâtral. En effet, mais cela confirme que le capitaine cherchait quelque chose lié à l'histoire religieuse de l'auberge, ou faisait semblant de le faire, ou envisageait de faire un échange, murmura Miss Marple. Un échange? Ridley fronça les sourcils. Vous pensez que quelqu'un ici possède le véritable artefact? Je pense que quelqu'un ici le croit. Et je pense que le capitaine en savait juste assez pour être dangereux pour eux. Il se pencha en avant. Vous soupçonnez quelqu'un en particulier? Miss Marple hésita. J'ai observé des incohérences. Un comportement qui suggère plus qu'une simple coïncidence. Mais pas assez pour accuser. Le sergent soupira et se pencha en arrière. Ensuite, nous continuons à surveiller. Cet après-midi-là, un drame discret s'est déroulé dans le salon. M. Hesketh apparut finalement, pâle, tiré et tenant une enveloppe marron. Il essayait de paraître nonchalant, mais la tension sur son visage le trahissait. Il croisa Madame Leybourne dans le couloir et, pendant un instant, quelque chose de non dit passa entre eux. Une lueur de reconnaissance partagée, peut-être même de culpabilité.
Miss Marple, tricotant discrètement depuis le coin le plus éloigné, a tout. Phasm Hesketh a disparu dans le bureau pendant près de 20 minutes. Lorsqu'il ressortit, son expression avait changé. Pas de soulagement, quelque chose de plus proche de la défaite. Il n'a pas rejoint les autres. Au lieu de cela, il sortit dans la brume, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau et arpenta seul les lieux. Ce soir-là, Miss Marple se dirigea vers les quartiers du révérend, où elle le trouva en train de cataloguer une série de sermons locaux à la lueur d'une lanterne. « Révérend, » dit-elle doucement, « je me demande si je pourrais voir le registre paroissial de 1889. » Il leva les yeux. « L'année du vieil empoisonnement ? Oui, » répondit-elle. « Je pense qu'une personne impliquée dans cette affaire pourrait avoir un lien de parenté avec la nôtre, et le lien pourrait résider dans un nom négligé. » Il la regarda un instant puis se leva et se dirigea vers une armoire verrouillée. « Il y a ceux, dit-il en montrant un registre usé, qui disent que les péchés des pères se répercutent sur les enfants. Mais parfois, les péchés des enfants passent en premier. » Miss Marple accepta le livre avec respect et l'ouvrit lentement, parcourant les noms. Et là, entre baptême et funérailles, elle l'a trouvé, le récit d'un enfant, né d'une femme nommée Margaret Nettle. Aucun père répertorié, aucun baptême. N'a lieu à la chapelle de l'auberge. Mais la sage-femme avait écrit quelque chose d'étrange dans la marge, conçu dans le silence, né dans l'ombre. Rite funéraire refusé. Miss Marple ferma lentement le livre, ses yeux brillants d'une soudaine clarté. Le capitaine Nettle n'était pas venu chercher un trésor. Il était venu pour découvrir une vérité, et quelqu'un l'avait tué pour avoir osé le déterrer. En début de soirée, une douce pluie avait commencé à tomber, recouvrant le village d'une sorte de silence doux qui faisait que chaque murmure se portait plus loin et que chaque pas résonnait plus fort. À l'intérieur du Bell Tower Inn, les cheminées étaient allumées et les lampes du salon allumées. Mais aucune quantité de chaleur ou de lumière ne pouvait dissiper le sentiment que quelque chose, juste hors de vue, se déroulait tranquillement. Miss Marple était assise sur une chaise à haut dossier près de la fenêtre, le registre paroissial fermé sur ses genoux. Le révérend lui avait permis de la porter avec elle pour une réflexion plus approfondie, même s'il avait semblé vaguement dérangé par la note marginale concernant l'enfant de Margaret Nettle. C'est compréhensible. L'enfant, né dans le secret en 1889, serait désormais un adulte bien avancé. Et si le nom Nettle n'avait pas été choisi par hasard, il était très possible que le capitaine Nettle soit venu chercher une lignée perdue, soit pour la révéler, soit pour la récupérer. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un encore en vie, avait toutes les raisons de garder cette histoire cachée. Miss Marple tapota doucement le livre fermé avec son aiguille à tricoter, plongée dans ses pensées. Elle commençait à voir non seulement quoi cela a dû arriver, mais pourquoi il était resté caché pendant si longtemps. Et elle commençait à soupçonner que le meurtre du capitaine Nettle n'était pas un acte isolé, mais la conséquence d'un dessein plus ancien et plus insidieux. De l'autre côté de la pièce, Madame Leybourne parlait à voix basse avec l'avocat de l'auberge, qui avait été convoqué plus tôt dans la journée sous prétexte d'examiner les fonds de restauration. La conversation était apparemment administrative, mais Miss Marple remarqua la lueur d'inquiétude qui commençait à se glisser sur le visage de la veuve, le léger tremblement d'une main qui était autrefois aussi immobile que de la porcelaine. Quelque ça. Instant plus tard, Julian Hesketh entra dans le couloir toujours pâle. Sa posture habituelle, droite, presque rigide, était relâchée, et son regard était inhabituellement flou. Il jeta un coup d'œil vers Madame Leybourne, hésita, puis tourna les talons et se dirigea vers les escaliers. Miss Marple déposa son tricot. Il était temps d'agir, doucement mais délibérément. Elle se leva et traversa la pièce jusqu'à Madame Leybourne, avec un air de courtoisie agréable. « Ma chère, » commença-t-elle doucement, « puis-je vous imposer un instant ?»
Je crois que j'ai peut-être trouvé quelque chose en rapport avec l'intérêt du capitaine pour l'auberge. Il s'agit d'un ancien acte de naissance. Madame Lesbourne se raidit légèrement mais hocha la tête. « Bien sûr, Miss Marple. Allons-nous parler dans la bibliothèque ?» Ils entrèrent dans la pièce, fermant la lourde porte derrière eux. La pluie frappait doucement contre les hautes fenêtres, ce son soulignant le silence qui suivit. Miss Marple plaça le registre paroissial sur la table et l'ouvrit à la page appropriée. « Je crois que vous connaissiez l'histoire de cette maison, » dit-elle en retournant le livre, « et peut-être avec ce nom, Margaret Nettle. » Madame Lesbourne se pencha lentement en avant. Ses yeux scrutèrent la ligne, et quand elle vit la note marginale, quelque chose sur son visage, pas vraiment de peur mais d'appréhension, se crispa. « J'ai entendu le nom, » dit-elle enfin. « Elle était domestique ici, il y a des années, licenciée pour une sorte d'indiscrétion. Mais tout cela a été étouffé bien avant mon arrivée. » Miss Marple pencha la tête. « Vous avez évoqué les vieilles histoires autour du clocher, mais je me demande, avez-vous déjà entendu celle de l'enfant né en secret et refusé le baptême ?» Madame Lesbourne hésita. Puis, prudemment, « Il y avait des rumeurs, à propos d'un scandale, qu'un homme en tissu avait engendré un enfant et s'était arrangé pour qu'il soit caché. Je n'y ai jamais prêté beaucoup d'importance. »« Le capitaine Nettle l'a fait, » dit doucement Miss Marple. « Il croyait qu'il était le descendant de cet enfant, peut-être même le fils de cet enfant. » Madame Lesbourne leva brusquement les yeux. « Il n'a jamais dit cela, bien sûr, mais je crois qu'il est venu ici non pas pour trouver un artefact, mais une vérité. Et si cette vérité devait se faire aux dépens de quelqu'un, disons, quelqu'un ayant un intérêt dans la propriété de cette maison ou de son passé ?» Madame Lesbourne croisa les mains. « C'est toute une implication, Miss Marple. »« Oh, je n'y arrive pas encore, » dit Miss Marple d'une voix sans prétention. « Mais cela semble plutôt une coïncidence qu'un homme à la recherche d'une lignée oubliée soit mort quelques heures après son arrivée, et juste après avoir fait allusion à un échange impliquant un nom. » Il y eut un silence. Puis Madame Lesbourne se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Vous devez comprendre, » dit-elle doucement. « Cette maison n'a jamais été qu'une maison. Pour ma famille, c'était un héritage, une attente, une honte et une ambition. Mon père a passé des années à la restaurer, brique par brique, livre par livre. Il y avait des choses dont il ne parlait jamais. Mais il m'a toujours prévenu que les secrets avaient du poids. Si vous les portiez trop longtemps, ils vous enterraient. » Elle se tourna vers Miss Marple. « Pensez-vous que le capitaine a été tué pour protéger un secret qui n'a plus d'importance ?»« Au contraire, » a déclaré Miss Marple, « je crois que cela comptait beaucoup, surtout pour quelqu'un qui craignait que la vérité ne change tout. » Ce soir-là, le salon de l'auberge devint le théâtre d'un curieux spectacle. Le sergent Ridley revint avec des questions et des demi-confirmations. Julian Hesketh resta en retrait. Le révérend Wilton fit de pieuses remarques sur la folie de l'orgueil. Mais ce fut Madame Clench qui, enhardie par le sherry et les spéculations, fit le commentaire le plus frappant. « Je me fiche de ce que les autres disent », a-t-elle déclaré à la salle. Le capitaine Nettle n'était pas un érudit. Il a posé trop de questions et a répondu à trop peu. Ce n'est pas de la curiosité, c'est un levier. Miss Marple, assise tranquillement à proximité, haussa un sourcil. Un levier contre qui? Madame Clench hésita. Eh bien, pas moi, certainement. Bien sûr que non, dit Miss Marple avec un doux sourire. Vous ne vivez ici que depuis 3 ans. Mais M. Hesketh, par exemple, a étudié l'histoire de la région pendant des décennies. Et il s'est montré étonnamment évasif quant aux intérêts du capitaine. Tous les regards se tournèrent vers Hesketh, qui était resté immobile. Miss Marple continua la voix légère mais précise. « Dites-moi, Monsieur Hesketh, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois au Bell Tower Inn, était-ce pour rechercher les fondations du bâtiment ou le scandale qui a presque détruit sa famille fondatrice ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucune réponse ne vint. Miss Marple se leva. « Vous voyez, dit-elle en s'adressant à la pièce, je crois que le capitaine Nettle avait découvert le nom de l'homme impliqué dans l'affaire de 1889.
un nom qui, selon lui, le mènerait soit à un héritage, soit à des aveux. Et quelqu'un ici savait ce que signifiait ce nom. Elle tourna son regard vers la cage d'escalier. Il n'a pas été tué pour l'empêcher de trouver un trésor. Il a été tué pour l'empêcher de trouver un trésor. La vérité à propos de la personne qui a fait en sorte que cet enfant, peut-être son père, soit effacé de l'histoire. La pièce était silencieuse. Puis Hesketh se leva, la voix cassante. « C'est absurde. »« Est-ce que c'est » demanda gentiment Miss Marple. « Parce que plus tôt dans la journée vous avez détruit une lettre, une adressée au capitaine Nettle, signée avec les initiales qui, je crois, correspondent à celles d'un ecclésiastique qui a servi ici à la fin des années 1880. La cheminée sentait encore le parchemin ce matin. Il s'est figé, et Miss Marple, avec la grâce de quelqu'un qui noue le dernier point d'un foulard, a déclaré « Quand les gens essaient d'effacer le passé, ils pensent rarement à en supprimer l'odeur. » Hesketh s'effondra sur sa chaise. Le sergent Ridley s'avança. « Monsieur Hesketh, je pense que nous allons vous parler en privé. » Tandis que Ridley escortait l'homme hors de la pièce, Miss Marple se rassit et reprit son tricot. Madame Leybourne murmura « Pensez-vous que c'est lui le tueur ?» Miss Marple sourit faiblement. « Je crois qu'il sait qui est le tueur, mais non. Je ne crois pas qu'il ait empoisonné le porc. » Ses aiguilles claquaient doucement. La personne qui a fait cela est bien plus habituée à opérer en silence. Il a plu toute la nuit. Non pas cette pluie romantique et purificatrice dont les poètes raffolaient, mais une bruine incessante qui détrempait les haies, assombrissait les dalles et brouillait la route menant au Bell Tower Inn. Les fenêtres étaient embuées de condensation, et l'air à l'intérieur était saturé de conversations étouffées. Tout le monde à l'auberge savait que la police se rapprochait. Sur quoi ou sur qui? Personne ne pouvait le dire avec certitude. Mais l'ambiance avait changé. Les soupçons s'étaient installés dans la maison comme la moisissure. Dans le salon où le feu avait été rallumé, Miss Marple était assise avec son cercle à broder, cette fois non pas en tricot, mais en effectuant des travaux d'aiguille délicats qui semblaient exiger moins de son attention que la conversation qui se déroulait autour d'elle. Le sergent Ridley était parti brièvement pour consulter les enquêteurs du comté, mais il reviendrait avant la tombée de la nuit. Julian Hesketh est resté confiné dans sa chambre, n'étant plus officiellement soupçonné, mais clairement défait. Les invités, comme une classe d'enfants attendant le verdict du directeur, s'attardèrent dans les coins et trouvèrent des excuses pour se garder en vue. Madame Leybourne, toujours l'hôtesse calme, a continué ses fonctions comme si de rien n'était. Elle servait le thé, surveillait l'argenterie et conversait sur des sujets neutres avec une aisance pratique. Mais Miss Marple remarqua que ses mains s'agitaient désormais plus souvent, ajustant des serviettes qui n'en avaient pas besoin, réalignant des livres déjà droits. La culpabilité, disait souvent Miss Marple, pouvait être cachée par le visage mais rarement par les doigts. Le révérend Wilton, quant à lui, avait commencé à offrir des prières volontaires à midi et au crépuscule, apparemment pour l'âme du défunt, mais aussi, Miss Marple le soupçonnait, pour son propre sens de la clarté morale. Il y avait maintenant un poids derrière ces mouvements silencieux, une lourdeur qui n'était pas entièrement ecclésiastique. Et lorsque Miss Marple l'a rencontré dans le couloir ce matin-là, ses yeux se sont tournés vers sa broderie, puis vers son visage, avant qu'il n'acquiesce légèrement et continue son chemin. Curieuse, pensa-t-elle. Au milieu de l'après-midi, la pluie s'était légèrement calmée, et Miss Marple en profita pour demander une visite au bureau du révérend dans le presbytère, juste en face de la place du village. Elle avait, dit-elle gentiment, un intérêt passager pour les vieux, registres paroissiaux et un penchant pour les livres ecclésiastiques. Wilton, l'air un peu pâle mais gracieux, accepta et l'escorta sous l'abri de son parapluie, marchant en silence tout en évitant tout contact visuel. Une fois à l'intérieur du bureau calme, Miss Marple ôta ses gants et laissa ses yeux parcourir les étagères avec une véritable appréciation. Elle admira une Bible in-folio au bord doré et passa ses doigts le long d'une étagère de cantiques patinés. Mais c'est la photo sur le rebord de la fenêtre
qui a le plus retenu son attention, une image au ton sépia, encadrée simplement en bois de noyer. Il représentait une jeune femme en costume édouardien, assise sur un muret à côté d'un homme en robe cléricale. Les traits de la femme étaient indubitables, même adoucis par l'âge et l'objectif. C'était Margaret Nettle, et l'homme, à côté d'elle, bien que beaucoup plus jeune et vigoureux que dans n'importe quel portrait existant, était clairement un ancien révérend Wilton, ou pour être précis, son père. Les doigts de Miss Marple restèrent immobiles sur le cadre. « Je ne savais pas, dit-elle doucement, que votre famille avait des racines si profondes dans Much Dithering. » Wilton hésita. « Mon père a servi ici pendant une période difficile. Il en parlait rarement. »« Et pourtant, dit Miss Marple sans se retourner, il a gardé cette photo. » Elle pouvait sentir la tension dans l'air. Miss Marple commença-t-il, mais elle lui faisait face maintenant d'un ton toujours doux. Le capitaine Nettle n'est pas venu ici uniquement pour trouver un artefact, il est venu chercher un nom. Le nom de l'homme qui avait fait en sorte que l'enfant de Margaret Nettle soit effacé des registres paroissiaux. Un homme qui a utilisé sa position dans l'église pour cacher quelque chose de honteux. Wilton n'a rien dit. « C'était ton père, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Il a engendré l'enfant, puis a supprimé le dossier pour protéger sa vocation. » Wilton ferma brièvement les yeux. « Oui, le mot flottait dans l'air comme de l'encens. Je n'étais qu'un garçon quand c'est arrivé, dit-il enfin. J'ai entendu des chuchotements. Ma mère était partie des années auparavant. Mon père n'a prononcé ses vœux qu'après sa mort. Mais Margaret, elle était jeune, dévote, vulnérable. Elle est tombée amoureuse de lui, ou a cru qu'elle l'était. Et quand elle est tombée enceinte, il l'a reniée. Il fit une pause. Elle a été renvoyée et envoyée chez un cousin à Truro. Le bébé a été accouché en secret et l'histoire a été enterrée. Mais mon père a vécu avec la culpabilité. Vers la fin de sa vie, il m'a dit la vérité. Il a dit qu'un homme de Dieu ne devrait jamais oublier ses péchés. Et pourtant, il a toujours insisté sur le fait que l'enfant devait être effacé. Le regard de Miss Marple était illisible. « Et tu es d'accord ? Je ne savais pas quoi penser, mais je n'ai pas détruit les disques. Je les ai déplacés. Le capitaine Nettle a dû les trouver, murmura-t-elle. Où j'ai trouvé quelqu'un ? Qui l'avait fait ? Wilton hocha lentement la tête. Il m'a écrit avant son arrivée. Il m'a dit qu'il avait des raisons de croire que son grand-père avait des liens avec le clergé ici. Je l'ai ignoré, je me suis dit que c'était absurde. Mais quand je l'ai vu, j'ai su. Miss Marple attrapa ses gants. Vous comprenez, révérend, que cela n'explique pas encore qui l'a tué. Non, murmura Wilton, mais cela explique pourquoi quelqu'un pourrait le faire. Ce soir-là, juste avant le crépuscule, le sergent Ridley revint à l'auberge avec de nouvelles informations. Les résultats du pharmacien du comté avaient révélé un détail inattendu. Le poison contenu dans la carafe ne provenait pas d'un apothicaire ou d'un laboratoire, mais de baies d'if écrasées, probablement cueillies sur un arbre. Et le seul if à distance de marche de l'auberge se trouvait derrière la vieille église. Miss Marple, assise près du feu, ne réagit pas, mais son esprit bougeait. Le cimetière. L'if, le révérend. Non, c'est trop évident. Elle tourna son attention vers quelqu'un de plus subtil. Maud Beatty, la gouvernante, avait été omniprésente tout au long de cette épreuve, toujours juste derrière une porte, juste à l'extérieur de la pièce. Toujours silencieux, toujours à l'affût. Miss Marple avait appris depuis longtemps que les plus discrets étaient souvent porteurs des vérités les plus bruyantes. Ce soir-là, elle trouva Maud en train de plier du linge dans l'arrière-cuisine et engagea une conversation informelle. « Vous devez connaître cette maison mieux que quiconque, » dit-elle chaleureusement. Maud renifla. « J'ai vécu ici 20 ans. Avant cela, je travaillais au manoir au bout de la rue. Connaissiez-vous Margaret Nettle ?» Maud leva brusquement les yeux. « C'était avant mon époque, mais l'histoire est... »« Restez !» Miss Marple sourit doucement. « Tu es une femme prudente, Maud.
As-tu gardé un secret depuis longtemps? Les mains de Maud ralentirent. Je pense que le capitaine Nettle s'est trop rapproché de quelque chose, dit doucement Miss Marple. Et quelqu'un dans cette maison le savait. Quelqu'un qui croyait encore à la protection d'un nom, un héritage, ou peut-être juste une vieille loyauté mal placée. Les lèvres de Maud se resserrèrent. Je ne l'ai pas empoisonné, non, dit Miss Marple en s'approchant. Mais vous avez vu qui l'a fait? Les yeux de Maud brillèrent. Je l'ai vu, murmura-t-elle. La nuit avant sa mort, Madame Lesbourne. Elle est montée dans sa chambre avec la carafe. Elle a dit qu'elle voulait le remercier de son intérêt pour l'auberge. J'ai trouvé ça étrange, mais... Eh bien, qui étais-je pour interroger une dame? Miss Marple lui toucha doucement le bras. Tu as tenu ça trop longtemps, Maud. Tu n'en as plus besoin. Cette nuit-là, Miss Marple était de nouveau assise avec sa broderie, attendant le matin. Le temps des déductions tranquilles touchait à sa fin. L'heure de la vérité, aussi amère, soit-elle, était proche. Le lendemain de la confession discrète de Maud Beatty, l'auberge était plongée dans un silence si tendu qu'il semblait que même les murs écoutaient. Dehors, la pluie avait enfin cessé, et une brume légère planait au-dessus des haies, hésitant à se dissiper. Pourtant, malgré le ciel dégagé, quelque chose de plus sombre planait sur le Bell Tower Inn. Miss Marple, toujours debout avant. Les autres se déplaçaient avec une intention tranquille. Elle avait revêtu l'un de ses cardigans les plus discrets, un tricot gris tourterelle avec des boutons en perles, et avait glissé un billet plié dans sa manche. Elle l'avait soigneusement écrit la veille, et l'avait scellé sans signature. L'écriture était incontestablement la sienne, mais l'anonymat, croyait-elle, encourageait parfois l'honnêteté. Vers 8h30, elle avait glissé le message sous la porte de la suite privée de Madame Lesbourne. Il ne lisait que ceci. Vous saviez qui il était avant son arrivée. Vous avez vous-même proposé le port. Il est encore temps de dire la vérité. Sinon, quelqu'un d'autre le fera. Au moment où le reste de la maison s'éveillait, Miss Marple était revenue dans la salle du matin avec ses broderies et les registres paroissiaux soigneusement posés à côté de sa tasse de thé. Les invités apparaissaient un à un, comme des acteurs prudents dans un acte final. Mrs. Clench, une teinte trop maquillée pour le petit déjeuner, le révérend Wilton, pâle et distrait, Maud, évitant le regard de tout le monde, et M. Hesketh, dont le visage arborait la résignation sourde d'un homme pris entre la disgrâce et le désespoir. Madame Lesbourne était la dernière à arriver. Elle portait une robe bleu marine foncée, et aucun bijou à l'exception d'une fine alliance qui brillait subtilement lorsqu'elle soulevait sa tasse. Son visage était composé, voire serein. Mais Miss Marple remarqua qu'elle n'avait pas touché à son thé. « C'est un tel soulagement de voir le soleil revenir », remarqua Madame Clench, tentant de se réjouir. « Peut-être pourrons-nous enfin respirer à nouveau ?» Miss Marple ne répondit pas. Au lieu de cela, elle déposa sa broderie, se leva lentement et s'adressa à la pièce. « Je crois qu'il est temps, dit-elle doucement, que nous endormions le capitaine Nettle, non seulement physiquement, mais en vérité. Il est venu ici pour chercher une réponse, un nom. Et même s'il n'a pas vécu pour le partager, je crois que nous connaissons tous le poids de ce qu'il a découvert. » Madame Clench cligna des yeux. « De quoi diable parles-tu » Miss Marple se tourna. Vers elle, son ton toujours calme. Il croyait qu'il était le petit-fils d'un révérend qui avait autrefois servi cette paroisse. Qu'un révérend qui niait son rôle dans la grossesse d'une jeune femme et conspirait pour cacher la naissance de l'enfant. Cet enfant a grandi sans connaître le nom de son père, mais la honte de ce péché n'est pas restée enfouie, pas entièrement. Elle se tourna alors vers le révérend Wilton qui baissa les yeux. « C'était votre père, » dit doucement Miss Marple. « Et vous, révérend, avez vécu dans l'ombre de cet acte pendant la majeure partie de votre vie. » Wilton hocha la tête une fois, presque imperceptiblement. « Mais ce n'est pas vous qui avez empoisonné le capitaine, » continua-t-elle en se tournant maintenant vers la cheminée, « ni Julian Hesketh, bien qu'il ait tenté de cacher une lettre, qui aurait pu révéler la vérité. » M. Hesketh tressaillit mais ne dit rien. Miss Marple fit à nouveau face au groupe.
La personne qui a tué le capitaine Nettle l'a fait non pas par peur de la justice, mais par crainte d'être révélée. De scandale, elle pensait qu'il valait mieux garder le passé enterré et que la préservation de son nom et de son héritage valait plus que la vie d'un seul homme. Son regard se posa sur Madame Leybourne. Vous saviez qui il était avant son arrivée. Vous l'aviez appris grâce à la lettre interceptée par votre notaire, ou peut-être grâce à vos propres enquêtes. Vous saviez que votre père, le même homme qui a construit cette auberge sur les cendres du scandale, avait été impliqué dans la dissimulation de l'affaire. Et lorsque le capitaine Nettle est venu proposer un nom, peut-être en échange d'une place dans la famille à laquelle il croyait appartenir, vous aviez peur de ce qui allait suivre. Un silence tomba dans la pièce. Les lèvres de Madame Leybourne s'entr'ouvrirent. Sa voix, quand elle arriva, était ferme et calme. « Vous n'avez aucune preuve ?» »« Non, » acquiesça Miss Marple. « Seulement une douzaine de petites choses. Une trace de rouge à lèvres sur un verre. Une visite nocturne dans sa chambre, vue par quelqu'un qui n'a aucune raison de mentir. L'utilisation du poison à l'if. Une ressource locale qui nécessite de connaître son bon usage. Et le fait que vous étiez la seule personne dans cette maison à n'avoir jamais exprimé une seule surprise face à sa mort. » Les doigts de Madame Leybourne se resserrèrent sur sa tasse de thé. « Vous pensez que j'avais peur du scandale ? Je pense, » a déclaré Miss Marple. « Vous craignez l'érosion de tout ce que représentait votre famille. Le nom, l'auberge, l'histoire. Soigneusement organisée. Votre père avait bâti une réputation sur la respectabilité. Le capitaine Nettle a menacé cela, non pas avec méchanceté, mais avec vérité. Madame Clench haleta. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Elle est veuve, une mécène des arts. » Miss Marple inclina la tête. « Et aussi une femme élevée dans le contrôle. Une femme qui sait gérer les apparences. Le poison, comme vous le voyez, est l'outil d'un lâche, mais c'est aussi le choix du précis, de ceux qui planifient. » Madame Leybourne se leva lentement. « Si je l'avais fait, dit-elle d'une voix froide et égale, cela aurait été justifié. » Un murmure parcourut la pièce. Miss Marple ne dit rien. Madame Leybourne se tourna vers le sergent Ridley, qui venait d'entrer dans le hall d'entrée, chapeau à la main, attiré sans doute par le silence soudain. « J'aimerais te parler, » dit-elle, sa voix étant désormais distante et cassante. En privé. Ridley cligna des yeux. « Bien sûr, madame. » Elle fit une pause, puis ajouta « Miss Marple, aviez-vous l'intention de tout gâcher ?» La réponse de Miss Marple fut calme et immédiate. « Non, ma chère, simplement pour empêcher que cela ne se reproduise. » Les heures qui suivirent furent calmes, solennelles, presque respectueuses. Madame Leybourne n'est pas retournée dans la salle du petit déjeuner. Ridley est resté dans son bureau improvisé avec l'avocat et un agent du comté. À midi, le personnel murmurait qu'elle avait avoué, non pas avec des larmes ou des remords, mais avec une détermination fatiguée qui les surprenait même. Miss Marple se tenait dans le jardin plus tard dans la journée, un châle drapé sur ses épaules, regardant la brume se dissiper de la base en pierre du clocher. Les reliques qu'il contenait autrefois avaient disparu depuis longtemps. Mais le poids de son histoire, des secrets cachés sous les planchers et derrière, les noms persistaient encore. Le révérend Wilton s'approcha d'elle d'un pas hésitant. « Tu avais raison, » dit-il doucement. Elle croyait que la vérité la détruirait, que nous pourrions préserver notre héritage en cachant les pires parties. Miss Marple lui lança un regard aimable. « J'ai connu beaucoup de gens qui pensaient que la vérité était une menace pour le réconfort, » a-t-elle déclaré. « Mais le confort construit sur le mensonge ne dure jamais. Il finit par s'effondrer, comme du vieux mortier, ou des secrets gardés trop longtemps dans les caves. » Il hocha la tête. « Et le capitaine Netley? Il est venu? » « Pour un nom, dit-elle. Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était appartenir, comprendre d'où il venait. » Une pause. « Alors, voulez-vous lui donner ça, révérend ?» Wilton inspira longuement. « Oui, je veillerai à ce que le dossier soit modifié. Il le mérite. » Elle toucha brièvement sa manche. « Ce sera là, dit-elle,
son lieu de repos. Ce soir-là, les invités commencèrent à se préparer à partir. Le symposium, bien qu'il n'ait jamais été officiellement annulé, s'est transformé en adieu discret et en conférence annulée. Julian Esquette est parti avec un mince sourire et sans au revoir. Madame Clench, soudain beaucoup moins flamboyante, partit dans une voiture de location avec 2 valises et un regard persistant sur la tour. Quant à Miss Marple, elle a fait preuve de son efficacité habituelle et n'a laissé qu'un seul mot pour Maud Batty, écrit d'une petite écriture élégante. Certains secrets sont censés être révélés à temps. Merci d'avoir choisi le bon. Elle monta à bord du premier train avec un panier de broderie sur ses genoux, l'expression paisible et les yeux toujours alertes. À Much Dithering, comme dans la plupart des villages, la surface allait bientôt se stabiliser. Les rideaux seraient tirés, les murmures s'atténueraient. Mais au-delà de tout cela, une vérité avait été nommée, et un nom longtemps nié avait retrouvé le chemin de la lumière. Les événements du Bell Tower Inn n'ont pas disparu de la mémoire du village aussi rapidement que d'autres l'auraient souhaité. Much Dithering était un lieu où les ragots vieillissaient lentement, comme de la marmelade dans un garde-manger en pierre, conservée, circulée et parfois adoucie par des embellissements. Mais pour une fois, les rumeurs ne portèrent pas uniquement sur le scandale. Il y avait quelque chose de plus solennel dans l'air. Le sentiment qui donne à réfléchir que la mort d'un homme avait fait disparaître non seulement la tromperie d'une famille, mais tout un chapitre de l'histoire locale dont personne n'osait parler jusqu'à présent. Miss Marple est retournée à St. Mary Mead 2 jours après l'arrestation. Elle n'apportait guère plus que son sac à main et sa broderie à moitié terminée. Mais ses pensées restaient mêlées aux fils qu'elle avait suivis et aux vies qu'ils avaient touchées. Son neveu Raymond, toujours avide d'anecdotes à son retour de voyage, avait demandé si le colloque s'était révélé éclairant, ce à quoi elle avait répondu « Tout à fait, même si je le crains, la discussion a été plutôt animée que savante. » Elle n'a offert aucune autre explication. Pendant une semaine, elle reprit sa routine sans interruption. Un thé au salon, une visite chez le marchand de légumes, un après-midi passé à cueillir les rosiers tête baissée. Mais ensuite, comme cela arrivait si souvent dans la vie de Miss Marple, quelque chose arriva qui la ramena doucement, sans aucun doute, dans le courant. Cela s'est présenté sous la forme d'une lettre. L'écriture sur l'enveloppe n'était pas familière. Une écriture élégante, démodée mais stable. Le cachet de la poste était lu Trureau, et le nom signé au bas de la lettre ci-jointe était celui qu'elle n'avait pas vu depuis des décennies. Clara Tewson. Elle l'ouvrit lentement, avec précaution. Le papier sentait légèrement la lavande, et les vieux tiroirs. Le contenu se lit comme suit. « Chère mademoiselle Marple, j'espère que vous pardonnerez l'intrusion. Mon nom ne vous est peut-être pas familier, même si je crois que vous avez rencontré ma mère, Margaret Nettle, il y a de nombreuses années. Elle a travaillé pendant un certain temps au service du Bell Tower Inn, même si elle parlait rarement de cette époque. Ce n'est que récemment, après avoir lu la mort d'un certain homme dans les journaux, que j'ai commencé à reconstituer ce que je soupçonnais depuis longtemps, que le nom que ma mère m'avait donné n'était pas celui avec lequel je suis né, que les circonstances de ma naissance étaient bien plus douloureuses que ce qu'on m'avait dit. Je n'écris pas pour exiger quoi que ce soit, ni pour demander justice. Mais je comprends que vous étiez présent lorsque certaines vérités ont été découvertes. Je comprends qu'une femme a été arrêtée. Je ne peux pas dire si cela me réconforte, mais je souhaite vous remercier, ne serait-ce que pour avoir enfin permis à la vérité de vivre là où tant de personnes ont travaillé pour l'enterrer. Avec sincérité, Clara Tewson, née Nettle, Miss Marple, resta immobile pendant un certain temps. Puis, elle plia la lettre, la remit dans son enveloppe et la rangea dans la poche intérieure du tiroir de son bureau. Le passé avait refait surface, et ça avait un nom. Au Bell Tower Inn, la vie avait commencé à trébucher maladroitement vers la normale. Les portes s'étaient
rouverte sous la direction prudente de l'avocat de Madame Leybourne, M. Denholm, qui avait repris les affaires du domaine à la suite de son incarcération. Bien qu'elle n'ait pas encore été jugée, ses aveux, donnés non pas à la police mais à son avocat en présence d'un ecclésiastique, ont été considérés comme suffisants pour la maintenir en résidence surveillée dans un manoir discret, près de Bath. Le sergent Ridley avait clos le dossier officiel avec la satisfaction sèche et sans sentimentalité d'un homme qui préférait que les choses s'intègrent parfaitement dans les rapports. Et même s'il était resté quelque peu sceptique quant au rôle de Miss Marple dans cette affaire, il avait eu la sagesse de reconnaître sa perspicacité alors que personne d'autre ne parvenait à donner un sens à l'énigme dispersée. Le révérend Wilton, peut-être le plus changé de tous, avait discrètement démissionné de son poste à la paroisse. Dans son dernier sermon, il avait parlé de la différence entre le secret et la discrétion et de l'ombre portée par le silence. On a dit qu'il était parti pour Northumberland, pour vivre dans une petite région éloignée, où le fardeau de l'héritage pourrait peser un peu moins lourd. Quant à Maud Beatty, elle est restée à l'auberge, bien que désormais dans un rôle moins central. Elle ne s'occupait plus des invités, mais se dirigeait vers la cuisine et les jardins avec une détermination tranquille. Certains murmuraient qu'elle en savait bien plus qu'elle ne l'avait jamais admis, et peut-être qu'elle l'avait fait. Mais lorsqu'on lui a demandé, elle a simplement répondu « J'ai fait la paix avec ça. La vérité est révélée. Cela suffit. » Ducie. Semaines après son retour à St. Mary Mead, Miss Marple reçut un visiteur inattendu. Elsie, la femme de chambre du Bell Tower Inn, arriva sur le perron avec un manteau emprunté et des chaussures nerveuses. Elle tenait un paquet de papier enveloppé de ficelles. « J'espère que tout va bien, » balbutia-t-elle. « Je voulais juste te dire merci et demander quelque chose, si ce n'est pas trop direct. » Miss Marple la fit entrer, lui prépara du thé et écouta avec une patience tranquille la jeune fille assise avec raideur sur le bord de la chaise. « J'ai réfléchi, tu vois, » commença Elsie en jouant avec la ficelle. « Capitaine Nettle, il était gentil. Il m'a appelé Miss Elsie comme si j'étais quelqu'un d'important. Il a posé des questions, mais il n'a jamais ri de mes réponses. Et je n'arrête pas de me demander s'il essayait vraiment de retrouver de la famille. Quelqu'un n'aurait-il pas voulu savoir ça? » Les yeux de Miss Marple pétillèrent doucement. « Je crois que quelqu'un le sait, et je crois que c'est pour ça que tu es ici. » Elsie hocha la tête, clignant rapidement des yeux. « Eh bien, j'aimerais la retrouver. Ou lui écrire, au moins. Je pense... » Elle fit une pause. « Je pense qu'il méritait que quelqu'un se souvienne de lui, qui savait qu'il n'était pas qu'un nom dans un grand livre. » Miss Marple sourit. « Tu es plus gentille que beaucoup de ceux qui détiennent les titres de propriété, Elsie. » Elle se dirigea vers son bureau, ouvrit le tiroir et récupéra la lettre de Truro. Elle le remit entre les mains de la jeune fille. « Elle a déjà tendu la main, » a-t-elle déclaré. « Son nom est Clara. Je pense qu'elle apprécierait votre lettre. » Les mains d'Elsie tremblèrent légèrement lorsqu'elle prit l'enveloppe. « Merci, madame. » Miss Marple lui toucha doucement l'épaule. « Et merci de me rappeler que la décence, une fois semée, repousse toujours. » Cette nuit-là, Miss Marple était assise seule avec sa broderie sous la douce lueur de sa lampe de lecture. Dehors, le vent remuait les haies. À l'intérieur, son aiguille bougeait avec une facilité pratique. Elle pensa à Margaret Nettle, d'un révérend qui a fait taire sa culpabilité avec des murs de pierre, d'un fils mort pour un nom, et d'une femme qui a assassiné non pas par haine, mais par peur que la vérité ne détruise tout ce qu'elle avait construit. Et pourtant, la vérité était apparue, comme la lumière à travers du verre fissuré, et peut-être que c'était suffisant. Mais Miss Marple, toujours prête à terminer ce qu'elle avait commencé, savait qu'il y avait encore un fil à suivre, une dernière réponse à mettre en lumière. Les premières rougeurs du printemps avaient commencé à toucher St. Mary Mead, déployant de doux bourgeons verts le long des haies et projetant une brume dorée sur les ruelles du village. Le cimetière
était parsemé de personnages et de crocus occasionnels, et même les rouges-gorges les plus réticents avaient repris leurs chants matinaux. Mais malgré toute la chaleur de la saison, les pensées de Miss Marple restaient liées au dernier froid de l'hiver, aux journées amères au Bell Tower Inn et aux meurtres qui avaient dénoué un réseau de mensonges étroitement liés par le temps, la honte et l'héritage. Elle aurait pu laisser l'affaire en l'état. La justice avait suivi son cours et la vérité, aussi inconfortable fût-elle, avait été dite haut et fort. Mais Miss Marple n'avait jamais cru que la vérité s'arrêtait là où s'arrêtait le travail de la police. Elle comprenait que derrière chaque crime résolu se cachait quelque chose de plus discret et de bien plus durable, les dégâts humains laissés derrière. Dans son esprit, les fils n'étaient pas encore complètement tissés. Il restait une figure en particulier dont les actions continuaient de la troubler. Julien Hesketh. Bien qu'officiellement innocenté de toute implication directe, sa tentative de détruire la lettre adressée au capitaine Nettle n'avait pas été un acte anodin. Et Miss Marple, habituée depuis longtemps à analyser les silences entre les paroles, sentit que ses motivations n'étaient pas uniquement motivées par la peur, mais aussi par un enchevêtrement plus profond et plus personnel. Ainsi, lorsqu'elle reçut une brève note écrite dans un style presque érudit, demandant une audience dans son cottage juste à l'extérieur de Much Dithering, elle ne fut pas surprise. « Chère mademoiselle Marple, il y a des questions que je voudrais mettre de côté. Votre discrétion est bien entendu assumée. Venez si le temps le permet. Le jardin sera heureux d'avoir de la compagnie, même si je ne le suis pas. » Cordialement, Julien Hesketh, le voyage n'était pas loin. Elle prit le train de 10h18, descendit à la petite halte au bord des Landes et parcourut à pied le quart de mile restant. Son cottage était une étroite structure en briques rouges, nichée entre deux haies indisciplinées, avec un portail en fer forgé qui grinçait faiblement lorsqu'elle l'ouvrait. Il la rencontra sur le seuil avec un sourire tendu. « Mademoiselle Marple, merci d'être venue. S'il vous plaît, par ici. » Le salon sentait le vieux papier et le bois mouillé par la pluie. Des livres couvraient toutes les surfaces disponibles, bien qu'ils fussent soigneusement classés par sujet. Route. Commercial médiéval. Architecture ecclésiastique anglo-saxonne. Codex de provenance incertaine. Un plateau de thé avait été déposé sur une table à côté de la cheminée, mais il n'y avait pas touché. « Pardonnez le temps », dit Hesketh en tirant légèrement les rideaux pour laisser entrer davantage de lumière grise. « C'est toujours triste ici, même au printemps. » Miss Marple s'installa dans un fauteuil en tapisserie et croisa calmement les mains. « Je crois que vous avez quelque chose à partager, monsieur Hesketh. » Il resta debout un long moment, puis se dirigea vers le foyer et posa ses mains sur la cheminée. « J'ai détruit la lettre, » dit-il doucement. « Tu avais raison. »« Je sais, » dit Miss Marple sans condescendance. « Je l'ai fait, » a-t-il poursuivi. « Non pas pour me protéger, mais pour quelqu'un d'autre. Et pas Madame Lesbourne, même si je comprends pourquoi vous vous en doutiez. »« Qui alors ?» Il se tourna. « Ma mère. » Les yeux de Miss Marple se plissèrent légèrement. Hesketh se dirigea vers le bureau et récupéra un paquet enveloppé dans une toile cirée. Il l'ouvrit lentement, révélant une photographie décolorée, une liasse de lettres nouées avec un ruban bleu et un journal relié à la main avec des initiales enfoncées dans le coin. « M.N. Margaret Nettle », dit-il. Elle n'était pas seulement une servante au Bell Tower Inn. Elle était aussi l'amie la plus proche de ma mère. Elles ont grandi ensemble à Truro, ont partagé une chambre lorsqu'elles sont entrées en service et se sont confiées l'une à l'autre plus profondément que la plupart des sœurs ne le font jamais. Il hésita. Lorsque Margaret a été renvoyée, après la liaison avec le révérend, ma mère a reçu les lettres que vous voyez ici. Margaret l'a supplié de ne pas parler de l'enfant. Elle voulait que cela reste silencieux, mais elle craignait aussi ce qui pourrait arriver au garçon. Ma mère a promis de garder le secret. Miss Marple ne dit rien, laissant le silence encourager le reste.
Mais les secrets ne se gardent pas tout seuls. Ils ont besoin de gardiens. Et finalement, ces gardiens transmettent le fardeau à d'autres. Il s'assit enfin, en face d'elle. Quand le capitaine Nettle est arrivé, j'ai immédiatement reconnu son nom. Je l'avais lu dans la dernière lettre envoyée par Margaret, une qui mentionnait une famille d'accueil dans le Dorset. J'ai réalisé qui il devait être. Et j'ai réalisé qu'il était sur le point de révéler une vérité qui était détenue par 3 générations de ma famille. Il expira profondément. J'ai brûlé la lettre dans un moment de panique. Je pensais que si j'enlevais les preuves, la vérité pourrait rester enterrée. Mais la vérité, dit doucement Miss Marple, a une façon de refaire surface, souvent quand cela est le plus gênant. Il eut un sourire ironique et triste. « Tu ressembles à ma mère. » Elle inclina la tête. Une femme sensée, à ce qu'il paraît. Ils restèrent assis immobiles pendant un moment. Puis elle a demandé « Pourquoi me le dire maintenant ?»« Parce que, dit-il, vous étiez la seule personne à regarder au-delà de la surface. Vous ne vous êtes pas contenté de la réponse évidente, et je crois égoïstement peut-être, qu'une fois que vous aurez pleinement compris mon rôle, vous pourrez me juger moins durement. » Miss Marple se leva, son expression illisible. « Je n'ai aucune envie de vous juger, monsieur Hesketh, mais j'espère que vous réfléchirez à ce qu'il faut faire de ces lettres. L'histoire qu'elle raconte est peut-être difficile, mais elle n'est pas honteuse. Elle fait partie de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui a été volé au capitaine Nettle et à d'autres comme lui. » Il leva les yeux. « Tu penses que je devrais les donner à sa fille ?» Miss Marple hocha la tête. « Elle a droit à son passé. Et peut-être, ajouta-t-elle doucement, à la voix de sa grand-mère, qui habite ces pages. » Hesketh se leva. « Alors je le ferai. Pas aujourd'hui, mais bientôt. » Elle lui offrit un mince sourire. « Bientôt, c'est souvent assez, à condition que cela devienne finalement maintenant. » Plus tard dans la semaine, de retour à St. Mary Mead, Miss Marple était assise dans le jardin du presbytère avec son amie Madame Witherby. Ils sirotèrent du thé pendant que les abeilles tournaient somnolemment autour de la glycine. J'ai lu « Quelque chose d'étrange dans la poste du comté », Madame Witherby a fait remarquer. À propos de l'auberge dans laquelle vous avez séjourné, elle a dit que le procès du propriétaire avait été retardé. Apparemment, elle est tombée malade. Un accident vasculaire cérébral, disent-ils. Miss Marple regarda vers les fleurs. Comme c'est malheureux. Je me demande, m'a ajouté son ami, si tous ces efforts pour protéger un nom en valèrent la peine. Maintenant, c'est dans tous les gros titres d'ici à Bath. Miss Marple soupira doucement. Certaines personnes croient qu'une bonne réputation est quelque chose d'héréditaire, transmis comme de l'argent. Mais en vérité, une bonne réputation est quelque chose qui se gagne, jour après jour, par de petits actes, souvent invisibles. Madame Witherby s'essuya la bouche. « Tu as toujours été une philosophe, Jane. »« Pas du tout, » a déclaré Miss Marple. « Seulement une vieille femme qui a vu beaucoup trop de gens se cacher derrière une réputation, au lieu d'être à la hauteur de celle-ci. » Ce soir-là, une dernière lettre arriva. Cela vient de Truro, écrit d'une écriture plus ferme que le premier. Il disait simplement « Mademoiselle Marple, j'ai reçu le paquet de Monsieur Hesketh. Je ne peux pas exprimer ce que cela signifie pour moi. Lire les paroles de ma grand-mère, savoir que je n'étais pas le produit de la honte mais du chagrin. Ma fille a demandé si elle pouvait écrire à la fille de l'auberge, celle qui a aidé l'homme à porter le plateau. Elle dit que la gentillesse devrait être rendue. Je lui ai dit qu'elle le pourrait. Avec gratitude, Clara Tewson Miss Marple plia la lettre et la glissa parmi les pages de son almanach de jardinage, entre taille de février et semise de mars. Un endroit approprié, pensa-t-elle, pour quelque chose qui avait pris racine. Le printemps s'est approfondi dans la campagne anglaise et dans les ruelles sinueuses de Much Dithering, les feuilles vertes se sont déployées avec confiance. Le cimetière, autrefois stérile et fragile, sous le règne de l'hiver, était désormais baigné de lumière dorée et des ombres vacillantes des arbres qui se balançaient doucement. Et pourtant, malgré la transformation, le Bell Tower Inn, grandiose, drapé de lierre et historiquement
tristement célèbre, portait toujours dans ses murs un silence qu'aucune saison ne pouvait dissiper. Le 3e vendredi d'avril, une réunion tranquille s'y réunissait, ni pour un symposium, ni pour un scandale, ni pour un service. C'était pour une cérémonie, ni formelle, ni annoncée, privée, destinée à ceux qui ont compris non seulement les détails d'un mystère résolu, mais aussi le poids des vies réorganisées par la vérité. La plaque commémorative avait été installée plus tôt dans la matinée dans la chapelle attenante à l'aile est de l'auberge, une pièce qui n'est plus utilisée pour les invités ou les événements. La plaque était simple et petite, son laiton poli et nouvellement fixé sur le mur de pierre sous la fenêtre cintrée. L'inscription disait « À la mémoire de Robert Nettle, 1870-1956, et ses descendants perdus dans le silence, rappelés dans la vérité en dessous, dans un script légèrement plus petit, le nom n'a jamais disparu. J'attends seulement. Miss Marple. » Se tenait au fond de la pièce, ses mains gantées légèrement croisées devant elle. On ne lui avait pas demandé de parler, et elle n'aurait pas souhaité le faire, mais sa présence avait été gentiment insistée par le révérend Wilton et Clara Tewson, qui se tenaient maintenant près du premier banc avec sa fille, une fillette d'environ 12 ans, dont les yeux bruns lui étaient étonnamment familiers. Clara portait une robe bleu marine soignée et une expression de solennité posée. Elle avait insisté pour que la cérémonie soit modeste. Pas de prêtre, pas de presse, juste quelques invités choisis, elle-même et sa fille Elsie, vivant maintenant à Truro et fiancée, le révérend Wilton, Julian Esquette et, bien sûr, Miss Marple, je pense. Avait déclaré Clara dans sa lettre que ceux qui détenaient le secret devraient être ceux qui le dévoileraient. Un silence remplit la petite chapelle. Il n'y avait pas de musique, seulement le léger craquement du parquet, tandis que les gens se tournaient pour s'asseoir. La fenêtre, au-dessus de la plaque, projetait une lumière jaune pâle sur l'autel de pierre et pendant un instant, rien ne bougea. Puis le révérend Wilton se leva. Il avait l'air plus âgé qu'il y a quelques semaines à peine, plus gris, plus mince, mais aussi d'une manière intangible plus léger. « Il y a des moments, commença-t-il doucement, où la vérité doit être ciselée dans le silence et non criée sur les toits. Ce pourquoi nous sommes réunis ici n'est pas une absolution, ni une explication. C'est une reconnaissance que la vie d'un homme a été vécue, cachée, niée et maintenant récupérée, que sa mémoire et celle de ceux qui l'ont suivi ne reposent plus sous des mensonges ou des omissions. » Il jeta un coup d'œil vers Clara puis vers la plaque. Cet espace servait autrefois à consacrer des vies. Aujourd'hui, nous redonnons un nom. Personne n'a applaudi, personne n'a pleuré. Mais l'air changea, comme si quelque chose de longtemps emprisonné avait finalement été libéré. Ensuite, le groupe s'est déplacé tranquillement vers le jardin derrière la chapelle, où de légers rafraîchissements avaient été disposés sous la pergola. Miss Marple se retrouva debout à côté d'Elsie, qui avait pris la fille de Clara par la main et lui montrait la première fleur de digital près du mur de pierre. « Elle est brillante », murmura Elsie à Miss Marple. « Elle dit qu'elle veut écrire un livre sur tout ça un jour. » Miss Marple sourit doucement. « Si elle le fait, espérons qu'elle laisse de côté les détails les plus terribles. » Elsie rit. « Ou change les noms. » Le sourire de Miss Marple s'effaça légèrement, alors qu'elle se retournait vers la chapelle. « Les noms sont des choses fragiles, Elsie. Ils nous portent quand nous ne pouvons pas nous porter nous-mêmes. Et lorsqu'ils sont pris, l'absence creuse, plus qu'un disque ou une pierre tombale. Elle vide l'identité, le droit d'appartenance d'un enfant. » Elsie hocha lentement la tête. « Je n'avais jamais su à quel point l'histoire comptait, jusqu'à ce que ce soit le cas. La plupart ne le font pas, » répondit Miss Marple. Julian Esquette s'est approché de Clara après un certain temps. Leur conversation fut brève, calme et ponctuée de hochements de tête et de regards hésitants. Il lui tendit une petite boîte en bois qu'elle accepta à 2 mains. Il contenait les lettres originales de Margaret Nettle, conservées aujourd'hui, non pas comme des reliques, mais comme un héritage. « J'ai ajouté une introduction, » dit-il. « Si jamais vous ou votre fille souhaitez les publier, »
Clara baissa les yeux sur la boîte. « Merci. Je pense qu'un jour elle pourrait le faire. » Miss Marple observait la scène de loin, se contentant de ne pas s'immiscer. Elle a compris que les derniers chapitres d'un mystère n'étaient pas toujours destinés à sa plume ni à sa voix. Parfois, les dernières lignes appartenaient seulement à ceux qui avaient apporté le silence le plus longtemps. Ce soir-là, alors que les autres partaient lentement, certains retournant au train, d'autres aux auberges ou aux villages voisins. Miss Marple prit un moment pour parcourir à nouveau le terrain du Bell Tower Inn. La structure se profilait comme elle l'avait toujours été, haute et digne, sa cloche longtemps silencieuse, mais sa présence indéniable. Elle s'arrêta au pied de la tour, où le lierre s'enroulait le long de la pierre comme un ourlet brodé. Un nouveau banc en bois y avait été installé, une petite plaque fixée sur son dossier, en mémoire de ceux qui recherchent la vérité avec douceur. Aucun nom n'était joint. Elle soupçonnait Clara d'avoir demandé cela. Elle resta assise un moment. Elle pensa à Margaret Nettle, trahie, oubliée, mais désormais restaurée. Du capitaine Robert Nettle, tué pour avoir voulu ce qui lui avait toujours appartenu de droit. De Clara, qui avait transformé la perte en héritage. De Madame Leybourne, qui vivait désormais dans une discrète disgrâce dans une institution privée, sa santé déclinant, son nom éclipsé par le scandale même qu'elle avait cherché à empêcher. Et du révérend Wilton qui avait brisé la chaîne du silence au moment le plus important. Le vent traversait le jardin comme un soupir, et Miss Marple, les mains légèrement posées sur ses genoux, ferma brièvement les yeux. Elle avait vu beaucoup de choses à son époque, certains épouvantables, certains étonnants, mais cela la lente et douloureuse réparation de quelque chose brisé non pas par un crime, mais par des décennies de dissimulation, selon elle, était parmi les plus nécessaires. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, les ombres s'étaient allongées. La soirée approchait, et le dernier train pour St. Mary Mead n'attendrait pas. Elle se releva lentement, brossa sa jupe et jeta un dernier coup d'œil à la plaque sur le mur de la tour. « Le nom n'a jamais disparu, j'attends seulement. » « Oui, pensa-t-elle, et maintenant il avait été trouvé. » Le voyage de retour en train vers St. Mary Mead serpentait à travers des collines et des prairies familières, devant des moutons en pâturage et des vergers en fleurs, le tout adouci par la lumière ambrée du début de soirée. Miss Marple était assise près de la fenêtre dans un coin réservé de la voiture, son sac à main niché à ses côtés, ses doigts gantés posés dessus. Ses yeux, bien que fixés sur la campagne qui défilait, ne voyaient ni haies ni fermes. Ils suivaient le long et sinueux chemin de la mémoire, celui qui avait mené d'un nom oublié enfoui dans un registre paroissial à un verre de Porto empoisonné, et enfin à une plaque sur le mur d'une chapelle. La voiture se balançait doucement, le rythme des roues étant un doux contrepoint à ses pensées. Elle n'était pas vraiment fatiguée, mais il y avait en elle une sorte de lourdeur qui ne venait pas de l'âge, mais de la connaissance que ce qui avait été restauré ne pourrait jamais retrouver sa forme originale. La vérité, elle l'avait appris depuis longtemps, n'était pas une réparation, c'était un calcul. Cela pouvait certes libérer les gens, mais cela ne pouvait pas toujours les guérir. Cela a simplement dissipé le brouillard, et parfois c'était tout ce qu'on pouvait demander. Lorsque le train ralentit à l'arrêt de St. Mary Mead, Miss Marple se leva avec un léger soupir et monta sur le quai. L'odeur du chèvrefeuille s'échappait des haies voisines, et le bruit des roues de vélo résonnait faiblement dans l'allée. Tout était calme, indifférent. Le village avait évolué, comme le faisaient toujours les villages, sans se rendre compte du poids que son voisin avait si récemment perdu. Elle fit lentement le petit chemin pour rentrer chez elle, saluant quelques visages familiers, avec de doux hochements de tête. Madame Wetherby était dans son jardin en train de s'occuper d'un rosier grimpant. Le jeune George Bartlett livrait des courses à vélo. Et sur le green, une jeune fille en blouse dessinait le vieux monument aux morts, ses crayons débordant d'un cartable en toile. Miss Marple préférait le monde ordinaire, lorsqu'il ne savait pas qu'il était surveillé. C'est à ce moment-là que cela s'est révélé le plus.
Elle atteignit son portail, le déverrouilla et entra dans le jardin bien rangé de sa maison. Le forsythia était en fleurs, d'un jaune brillant sur la brique, et un troglodyte avait fait son nid dans l'avant-toit. Tout était comme elle l'avait laissé. La maison ne portait aucun signe indiquant que son occupant avait passé des semaines à démêler une tromperie générationnelle. Mais à l'intérieur de ces murs, les pensées de Miss Marple circulaient toujours avec une détermination tranquille. À l'intérieur, elle fit bouillir la bouilloire et s'installa dans son fauteuil de lecture. Elle ôta ses gants, ouvrit qu'un petit tiroir dans la table d'appoint et en sortit les 2 lettres qu'elle avait gardées. Le premier mot de Clara Tewson, avec sa gracieuse douleur, et le second, rempli d'espoir et de réconciliation. Elle les relut en silence. Puis, doucement, elle prit une carte vierge sur son bureau et composa sa propre lettre. « Chère Clara, vous avez fait preuve d'un grand courage, non seulement en revendiquant le passé de votre famille, mais aussi en choisissant de l'affronter sans amertume. Il s'agit là, je crois, d'une vertu bien plus rare que ce que la plupart des gens admettent. Beaucoup de gens souhaitent savoir d'où ils viennent, mais rares sont ceux qui savent quoi faire de ces connaissances une fois qu'ils les ont trouvées. Je crois que l'instinct de votre fille, écrire, préserver, donner une voix à ce qui était autrefois enterré, est le bon. Non pas parce que le passé doit être exposé, mais parce qu'il doit être compris. Ce n'est pas le silence qui nous protège, ma chère. C'est la clarté. Transmettez-lui mes plus chaleureuses salutations. Et si jamais vous passez par St. Mary Mead, sachez qu'il y a toujours du thé et des gâteaux aux graines ici, si vous souhaitez vous arrêter. Avec une sincère affection, Jane Marple plia le message, le scella avec de la cire et le plaça sur la table du hall pour le poster le lendemain matin. Dehors, les ombres commençaient à s'étendre, une brise remuait les rideaux. Elle se leva pour fermer la fenêtre, et ce faisant, son regard croisa la flèche de l'église du village, au-delà des toits, éclairée d'or par les derniers rayons du soleil de la journée. Elle pensa à Margaret Nettle, jeune, réduite au silence, et trahie, du capitaine Nettle mort non par vengeance mais pour le simple droit de savoir, de Clara qui n'avait hérité que d'une ombre, mais qui l'avait transformée en quelque chose de lumière. Et elle pensait aussi à Madame Lesbourne, pas avec colère, pas même de pitié, mais avec la compréhension profonde et patiente issue d'une vie d'observation. Certaines personnes ont construit leur vie comme des maisons, des murs trop hauts, des rideaux trop épais, des secrets enfouis comme la pourriture des racines sous un parquet ciré. Ils ont pris le silence pour la dignité, contrôle de la vertu, et quand la vérité est tombée, ils se sont retrouvés pris au dépourvu. Mais d'autres, comme Clara, comme Elsie, et même le révérend Wilton, avaient choisi une voie différente. Faire face à la vérité, la nommer et la laisser vivre. Miss Marple se détourna de la fenêtre et attrapa sa broderie. Les fils attendaient là où elle les avait laissés, une bordure inachevée, une rangée de fleurs non épanouies. Tandis que la lumière de la lampe brillait, elle reprit sa couture, son aiguille bougeant avec précision, son motif revenant à l'ordre. Ce n'était pas une métaphore à laquelle elle se livrait souvent, mais ce soir elle lui convenait, des vies démêlées. Mais il pouvait aussi être réparé patiemment, un point à la fois. On frappa à la porte juste avant la tombée de la nuit. Elle se leva, l'ouvrit et trouva le jeune George Bartlett sur le perron avec le courrier du soir. Il lui tendit un journal et un colis enveloppés dans du papier Kraft. « De Truro, mademoiselle ?» dit-il gaiement. « Merci, George, » répondit-elle, avec sa grâce habituelle. À l'intérieur du colis se trouvait un petit livre. Sa couverture disait « Sous le clocher, lettre d'une vie oubliée compilée par Clara Tewson ». Avec une préface de Julian Esquette à l'intérieur de la couverture, se trouvait une note manuscrite. « Chère mademoiselle Marple, ce n'est pas un dernier mot, seulement le début d'une conversation plus longue. Mais nous avons pensé que vous devriez avoir le premier exemplaire. Après tout, c'est vous qui nous avez rappelé que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante, juste stable.
Avec toujours de la gratitude, Clara et Elsie Miss Marple sourit et posa le livre sur la table. Puis, avec le doux tic-tac de la pendule derrière elle, elle retourna à sa chaise et reprit sa broderie. Certains mystères se terminent par une révélation. D'autres se terminent par une restauration. Et dans de rares moments comme celui-ci, Miss Marple le savait, un mystère pouvait se terminer en paix. Le printemps s'est entièrement écoulé jusqu'au début de l'été à St. Mary Mead, et avec lui est venu un doux bourdonnement de renouveau. Les haies devenaient épaisses et vertes. Les abeilles sont revenues pour de bon. Le terrain de cricket du village était à nouveau animé de cris d'espoir et de claquements de balles contre batte. La boucherie a sorti son tableau des spécialités du week-end et le Women's Institute a commencé les préparatifs pour la fête du solstice d'été. Comme dans tous les villages anglais, la surface de la vie évoluait avec une facilité pratique, ses rythmes n'étant pas perturbés par les courants plus profonds et plus anciens qui tourbillonnaient parfois juste en dessous. À Danemede Cottage, les rosiers de Miss Marple étaient en pleine floraison. Les grimpantes roses pâles s'inclinaient sous leur propre poids parfumé, et les délicates fleurs blanches des clématites avaient commencé à se faufiler à travers l'arc entreillis près de l'allée. Elle était dans le jardin ce matin-là, une truelle à la main et un panier peu profond rempli d'herbes coupées à ses côtés, lorsqu'une ombre tomba sur la pelouse. C'était Madame Witherby, le chapeau de travers et les joues rouges à cause de la promenade. « Ma chère Jane, je viens de voir quelque chose dans le clairon du comté. Ils ont écrit ce livre, celui de la femme de Truro. Une pièce assez réfléchie, vraiment. Pas salace du tout. Il est même fait mention de vous, mais uniquement en tant que connaissance proche de la famille. J'ai trouvé cela très diplomatique. » Miss Marple se redressa lentement, effleurant ses mains gantées. C'était gentil de leur part, le livre mérite d'être lu. Ce n'est pas souvent qu'on trouve de la candeur et de la grâce dans les mêmes pages. Madame Witherby s'éventait avec le journal plié. Vous savez, j'étais terriblement curieux de savoir si elle inclurait les éléments les plus peu recommandables, le poison et ainsi de suite. Elle ne l'a pas fait, dit Miss Marple en se tournant vers le parterre de fleurs. Elle a choisi de terminer avec les paroles de sa grand-mère, pas celles de son assassin. Madame Witherby pinça les lèvres pensivement. Eh bien, je suppose que c'est plutôt élégant, un peu sentimental, mais approprié. Miss Marple se pencha à nouveau, éliminant une mauvaise herbe du sol avec des doigts exercés. Le sentiment, dit-elle, n'est pas l'ennemi de la vérité, à condition qu'il soit honnête. Son ami souffla aimablement. Tu devrais vraiment écrire ces choses toi-même, Jane. Le monde oublie trop vite ce qu'il n'enregistre pas. Mais Miss Marple sourit simplement. Cet après-midi-là, alors que le soleil atteignait son angle le plus doux, elle rentra à l'intérieur et prépara du thé, Darjeeling, correctement infusé, et s'assit près de la fenêtre ouverte avec sa broderie une fois de plus à la main. Pourtant, alors même que ses doigts parcouraient le linge, son esprit dérivait non pas vers les événements du Bell Tower Inn, mais vers eux, comme un bateau glissant sur des eaux profondes. Elle pensa à la façon dont l'histoire avait évolué, d'une mort subite à une révélation qui se préparait depuis des années, et comment le vrai mystère n'a jamais été OMS tuer le capitaine Nettle. Mais pourquoi tant de personnes avaient conspiré, sciemment ou non, pour garder un nom caché? Un nom. Une naissance non inscrite au livre paroissial. Un homme dont la vie s'était déroulée sans jamais connaître le fil de son début. La violence du meurtre les avait certainement tous choqués. Mais ce qui avait vraiment déstabilisé Miss Marple, et ce qui avait finalement nécessité qu'elle la démêle soigneusement, était la violence silencieuse provoquée par le silence. Les décennies d'effacement. De la même manière qu'un simple mensonge, une fois réglé, pourrait engendrer une culture d'évitement, de politesse et de secret. Tout le monde avait été complice, à petite ou grande échelle, même ceux qui n'avaient rien fait du tout. Elle but une gorgée de thé, puis attrapa le mince livre qui reposait désormais sur sa table d'appoint. Sous le clocher,
Il s'était bien vendu de manière modeste, notamment en Cornouailles et dans le Devon, mais Clara n'avait jamais recherché la notoriété. Son seul souhait était de restituer ce qui avait été pris. Miss Marple rouvrit la préface. Les paroles de Hesketh étaient prudentes, réservées, mais plus vulnérables qu'elle ne l'avait imaginé. Je croyais autrefois que l'histoire était le domaine des archives et des notes de bas de page. Cette histoire m'a montré le contraire. L'histoire ne respire pas par les dates, mais par les blessures. Et la guérison, même si elle n'est pas toujours complète, commence par le nom des choses. Elle se tourna vers la dernière lettre, écrite par Margaret Nettle à son fils. Une lettre jamais envoyée, mais conservée dans un in-folio pressé, maintenant reproduit pour impression. Pour l'enfant que je ne peux pas tenir, je donne le nom que je suis censé cacher. Vous n'avez jamais été mal aimé. Vous n'avez jamais été seul. J'attends seulement d'être connu. Miss Marple ferma le livre et le tint tranquillement sur ses genoux. Le chant des oiseaux filtrait par la fenêtre ouverte. Quelque part à proximité, une tondeuse à gazon bourdonnait comme un bourdon. Un enfant. Harry, un chien a aboyé. Vi, elle se leva au bout d'un moment et remit le livre à sa place sur l'étagère. Elle passa devant le miroir du couloir et vit son propre reflet. Plus vieux, certes, mais stable. Les rides sur son front étant gravées, non pas par inquiétude, mais par vigilance. Miss Marple n'avait jamais demandé justice au sens juridique du terme. Cela, disait-elle souvent, était réservé aux autres, juges, policiers, avocats en perruque. Ce qu'elle cherchait toujours, c'était la compréhension. Et parfois, lorsque la compréhension était complète, la paix venait aussi. Mais la compréhension, elle le savait, était rarement définitive. Il y avait toujours plus d'histoires, des cruautés plus discrètes sous des sourires civils, plus de villages, plus de noms, plus de fils qui se dénouent juste sous la surface, et elle continuerait à regarder, à écouter, à démêler en cas de besoin. Mais pour l'instant, la maison était immobile. Le jardin était fleuri. Le passé avait enfin un lieu de repos. Miss Marple s'assit, croisa les mains et laissa le calme s'installer.